Fait que aujourd'hui, ma présentation, ça va être vraiment technique. On est parti de technique de drum, comment tenir les baguettes, les genres tu sais, est-ce qu'on met les baguettes en bas, on les tend dessus, tu sais, tous ces petits principes-là assez simples, posture, et après ça, on va prendre un moment avec Olivier pour les cymbales. Après ça, j'ai 6 drums, j'ai pas voulu amener ma drum au complet, et j'ai 6 racks. On va espérer que ça va fitter à la majorité du monde. Et on va faire un peu visuel. Je vais vous montrer sans drum, après on va le faire avec les drums, ça vous allez expérimenter c'est quoi que les élèves ils ressentent comme poids, parce que bien souvent, on ne sait pas c'est quoi vraiment qu'ils ressentent parce qu'on ne l'a jamais vécu. Une fois qu'on l'a vécu, on apprend 100 fois plus. Moi, en tout cas, quand je me suis mis à enseigner à des jeunes, j'ai commencé à comprendre pas mal mieux ce que je faisais dans ma façon de drummer. Je faisais, oh, des affaires que je comprenais vraiment mieux avant d'enseigner. On va faire ça. OK? Fait que j'ai une petite présentation en même temps. Fait que, comme vous pouvez voir, je ne sais pas c'est quoi ce groupe-là. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans le Ils sont pas bons, mais c'est mon ancien groupe avec qui j'étais dans le temps. Donc, voici la première page. Ensuite, je ne suis pas capable de faire plus gros que ça. Ça se peut-tu que. Non, hein? Tu peux-tu juste toi le zoomer avec le pad, même si on ne le voit pas tout d'un coup? Quand on zoome ça quand même. Ça, comme ça, sur ton pad? Non. Non, contrôle plus. Ça ne veut pas aller plus loin. Bon, ben, ça va être ça. Désolé. Bon. Donc, on va commencer avec la technique caisse claire, OK? La main droite, pour, dans notre cas, probablement partout, en majorité, 99,9% au Québec, on joue les caisses claires, les snares, ça joue match grip. Ça veut dire que c'est les deux mains pareilles. Pareil comme sur les tomes, les basses, ça veut dire que c'est la même grip de deux mains. Donc, c'est moins compliqué. Il y a beaucoup de groupes, surtout aux États-Unis, la main gauche pour les lignes de snare, ils utilisent la technique traditionnelle. Ça, c'est parce que dans le temps, dans la Deuxième Guerre, je sais pas quoi, il y avait, les drums étaient un peu sur le côté et ils ne pouvaient pas jouer comme ça faisait pas de sens. Fait qu'ils ont développé une technique comme ça pour pouvoir jouer et être ralenti. Je dis la Deuxième Guerre, c'est probablement des années 1800 qu'ils ont fait ça. Fait que ça c'est mon prochain cours. Demain, histoire du drum. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est vraiment très détaillé. On va aller plus vite, OK? Mais ça, vous allez avoir accès à ça après la présentation. J'ai un Padlet, je ne sais pas si vous connaissez ça. Merci Stéphanie qui m'a fait découvrir cette merveilleuse application-là l'année passée. Toute la présentation-là va être disponible sur Padlet et les exercices qu'on va pouvoir faire. OK? Tout va être là-dessus. Donc, comment que je dis ça? J'ai mis des belles photos de mes merveilleuses mains. Bien souvent, là, c'est sûr qu'on la prend sur le bout des doigts, on la prend vraiment comme un marteau. On ne veut pas ni un ni l'autre. On veut la prendre dans le milieu de la main, et après ça, on serre l'index et le pouce. Comme ça. Et le détail technique que je vois beaucoup de drummers faire en général, même des drummers de drum set, c'est qu'ils mettent un gros espace entre le pouce et le reste de la main. Et puis là, quand ils se mettent à jouer, la baguette, elle fait ça comme ça. Ils perdent le contrôle de la baguette beaucoup. Fait que le truc, surtout dans le marching, c'est qu'on veut pincer. On veut pincer ce qu'on appelle le fulcrum, la grippe, là, ici, là, le point de pivot. On veut pincer et on ne veut pas qu'il y ait d'espace. Donc, un truc pour réduire l'espace, d'habitude, c'est qu'on recule le pouce. Parce que le pouce est trop loin ou il est comme ça. Fait que quand on recule le pouce, ça fait fermer l'espace, tout ça. C'est des petits trucs. Alright? Comme vous pouvez voir la troisième photo, de côté, il n'y a pas d'espace dans la main, le poignet est droit, tout ça. OK, là, je vais passer le traditionnel. Si vous voulez l'apprendre, vous viendrez me voir, je vais vous donner un cours privé. Position des baguettes, c'est bien simple. Là c'est pas le but traditionnel, mais c'est la même chose match grip. Les baguettes fermées, on les laisse parallèles au-dessus du drum, simplement. Quelques pouces, là, c'est sûr, il y en a qui sont plus petits, les drums vont être plus hauts, ils vont être plus bas. On ne veut pas avoir, tu sais, comme un joueur qui est là, l'autre joueur qui est là, on essaie d'être uniforme à travers la ligne. Si un joueur plus petit, il va être plus haut. On ne va pas le jouer. La hauteur des drums n'a pas d'incidence avec ça, ce que je vous parle. C'est juste par rapport au drum, on veut qu'il soit à la même distance. Comme l'autre qui mesure 7 pieds, son drum va être plus haut, mais la distance des baguettes va être la même par rapport au rythme. Hey, si vous avez des questions, je n'ouvre pas. Hein. Je ne donne pas souvent de présentation, fait que je peux être sûr. Prochaine chose, là je parle encore toujours des caisses claires, on s'entend? Position des baguettes quand elles sont ouvertes, on
on veut qu'il soit dans le milieu de la peau, évidemment. On essaie d'avoir un angle de 90 degrés, comme ça. Souvent, on va voir ça. Les élèves, peut-être un petit peu plus paresseux, là, ils vont faire ça comme ça. Mais ça ne marche pas, ça. Visuellement, c'est vraiment pas attrayant, et puis ça vise la technique. On essaie toujours d'avoir l'angle de 90 degrés. Dépendamment des drums, il y a des vis ici, ça peut être des références. Moi, je fais ça avec mes jeunes. Je dis, essaye d'être au-dessus des vis. Et quand ils regardent, ils font ben oui, je suis au-dessus des. Ah, ok. J'aime mieux qu'elle aille trop loin que pas assez. Fait qu'ils regardent, oui, ok. J'ai l'habitude, ça place toute la vis. Deuxième point, quand les baguettes sont ouvertes, on essaie d'avoir un genre d'angle avec le rythme. Parce que si on est flat au rythme, bien souvent, les jeunes vont jouer sur le rythme sans jouer sur le drum. Ça crée un problème, on n'entend pas. On a une ligne de snare de deux, il y en a un qui joue sur le drum, l'autre qui joue sur le rythme, ça ne marche pas. On fait toujours un petit angle, bien relax, pas obligé d'avoir la règle. Là. Moi, je mets mon doigt, puis on n'a jamais la même épaisseur. Je mets mon doigt, c'est juste pour qu'il soit plus loin. Alright. Maintenant qu'on sait comment se positionner avec les baguettes, maintenant, il y a les zones. Eh oui, il y a des zones dans nos drums. Là, je ne pencherai pas le snare pour le montrer. La petite ligne en haut, on appelle ça le edge, le rebord. Je ne sais pas quel terme en français qu'on pourrait utiliser, le rebord, je sais pas. Moi, les pots de caisse claire, je mets le logo en avant. Comme ça, les gens, je le dis, je vois dans le logo. Ils savent que c'est au bord. C'est plus simple. Ça finit par tacher les baguettes des fois. C'est un peu moins hot, mais je dis cette référence-là, puis ils comprennent tout cela. Après ça, on a moitié chemin à la fois, moitié chemin entre les deux, qui est à peu près, je dirais peut-être entre les deux vis ici, là, peu importe, dépendamment de la marque, les vis ne sont pas toujours à la même place. Là. Et dans le centre de la peau. Un autre truc qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle des rim shots, des coups aigus, des coups, en tout cas, un coup du rim, c'est la même chose comme un drum set. Un rim shot, ça reste pareil. Qu'on frappe entre la peau et le rim, les deux en même temps. Ça donne un son très aigu. Il y a plusieurs types de rim shot, je vais juste vous en montrer un. C'est un peu entre le très aigu et le grave, entre les deux. Qui se fait à peu près à 2-3 pouces du bout de la baguette. On a le côté aigu. Il y aurait le grave, c'est quand on laisse la baguette dans le milieu. Les autres, les pots, ils aiment moins ça. Quand on joue fort, on fait des rim shots comme ça, des fois ça pète les pots. Ça, les écoles d'ailleurs, les groupes aiment moins ça. Ça coûte plus cher de ne pas changer. Là, je vous ai donné un panoplie de trucs à se rappeler, genre pas plier le poignet quand on va jouer. Pas comme ça. On ne peut jamais renverser le poignet. On veut toujours avoir du coude jusqu'au bout des doigts en ligne droite. Mais souvent, on met une baguette, ça donne une bonne référence. Comme ça. Et puis quand on joue, on veut plier le poignet vers le haut, on ne veut pas le renverser. Peu importe l'instrument, c'est toujours le même principe. Okay? Toujours le même principe. Autre chose, pour les snares, on veut essayer de viser d'avoir les paumes de la main parallèles avec le sol, mais on tourne un petit peu. Parce que si on est complètement parallèle comme ça, ben ça nous fait renverser le poignet, ça nous le fait plier de l'autre sens. Et puis là, c'est bien mauvais pour le tunnel carpien, je crois. Oui, c'est ça. Fait que là, on veut pas de mauvaises habitudes de tunnel carpien, parce qu'il y a des élèves dans 2 ans, ils nous en vont plus. Fait que c'est toujours naturel, mais quand on regarde dans un miroir, quand les élèves peuvent savoir dans un miroir, juste en position, ils comprennent quand on leur donne les détails, habituellement. Bon. Anne-Fille, t'as-tu parlé des baguettes? Ou bien... Les types de baguettes? Oui. Après. C'est merveilleux. Il n'y a personne qui joue encore. Bon, là, sur un tome, là, c'est encore moi, je suis dans mon sous-sol. Ma belle-fille qui prend des belles photos. Sur un tome, la grippe elle reste pareille. La manière qu'on va jouer reste pareil. C'est juste l'angle qui va changer un petit peu. Là, on ne veut pas être flat, parce que quand on est flat, ça va nous faire renverser les coudes, parce que là, les drums sont plus lourds. Fait qu'on n'a pas le choix de tourner les bras vers l'extérieur, tourner les poignets vers l'extérieur pour avoir les paumes des mains plus vers l'intérieur un petit peu. On a un gars qui, lui, il a joué le tom pendant des années. C'était des trucs que tu trouves un peu étranges. Shoot-moi, parce que moi, je ne suis pas vraiment joueur de tom. J'ai joué un année tom, c'était super cool, j'ai beaucoup appris, mais ce n'est pas mon instrument principal. Donc, des fois, j'ai des petites lacunes. En général, quand on reste
les bras un petit peu en angle. Pas complètement à 90 degrés comme ça. Pas flat. Là, je dirais vraiment entre les deux. Que ça soit plus naturel, plus normal. Sur un tom, la position de base, on dit drum 1, drum 2. Je ne sais pas si tout le monde peut voir ça. Drum 1, 2, 3, 4. Le T, on appelle ça Spock, comme Monsieur Spock. Parce que c'est celui qui sonne le plus aigu, ça fait un Spock quand je joue dessus. Fait que là, on a le drum 1, 2, 3, 4. Donc, la position de base habituelle avec les baguettes ouvertes sur un tom, c'est 1, 2. Plus relax, plus normal possible, sans trop poser de questions, juste comme ça. Okay? Je ne vous parlerai pas trop de exactement où jouer direct sur la peau, mais plus loin, j'ai une slide qui va vous montrer là, un peu plus en détail. Okay? Et quand on joue d'un drum à l'autre, ça va toujours être la même chose. Ça va toujours être la position des mains, l'angle va toujours rester pareil. Comme ça va toujours rester pareil. La seule affaire qui va différencier, c'est cet axe-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de max, c'est X, Y. C'est le contraire, X, Y. On veut que ça lève, comme ça. Les wipers, comme ça. OK? Je vais juste dire, pour le primaire, une façon facile de comprendre l'angle, c'est que quand tu les places comme ça, tu tournes. Moi, je leur dis, place tes pouces par en haut. Là, tu vois tes doigts à l'intérieur. Dès que tu tournes, puis dès que tu vois plus tes doigts à l'intérieur, ton angle est bon. Fait que, ils peuvent, au lieu d'essayer une même ou de l'autre, tu vois tes doigts, ça veut dire que tu n'es pas correct. Tu tournes, puis tes baguettes, ils se touchent dans le milieu dès que tu as ta pointe de tarte. Dès que tu vois plus tes doigts, ton angle va être bon pour être capable de jouer sur ton drum. Excellent. Quand on est petit, des fois, ça te prend un petit quelque chose. Et les baguettes fermées, même principe Kessner, au-dessus du Spock, au-dessus du rack, ça c'est le même principe, les baguettes fermées comme la photo. Je n'avais pas fait avec le tom, mais on voit comment c'est en match grip. Ah, et voilà, les zones de frappe de tom. Ah, ça, au Québec, malheureusement, il y a beaucoup de lacunes là-dessus, et on l'entend beaucoup. Des fois, on pense qu'on l'entend pas, mais on l'entend vraiment beaucoup. Je vais vous faire une démonstration avec le drum 4, c'est celui qui résonne le plus. Quand on joue dans le milieu de la peau, habituellement, on va frapper dans le milieu, ça va sonner quelque chose comme ça. Dans le marching, dans le domaine des drummers, où on veut jouer, c'est une place qui va résonner le plus, qui va sonner le moins mort comme peau. Donc, on va aller jouer plus dans le haut de la peau, un peu, pour les toms. Donc, vous voyez la différence? Donc, la peau résonne beaucoup plus. Et en plus, quand l'élève va falloir qu'il joue d'un drum à l'autre, il va avoir moins à se déplacer. Moins de mouvement de bras. Moins de mouvement. Comme vous voyez la photo, j'ai marqué les zones vertes. Il faut jouer à l'intérieur des zones vertes le plus possible. Donc, les drums 1, 2, souvent les jeunes, ben c'est droit en avant, fait qu'ils s'étirent les bras, puis ils jouent quasiment dans le logo en avant. Au lieu de. Les endroits que ça résonne beaucoup plus. OK? Le seul drum qui ne change pas, c'est le spot. On n'a pas le choix de jouer dans le milieu. C'est le seul. Toutes les autres, on veut aller dans les zones. Toujours. Donc, si je fais du drum 1, 2, les baguettes seraient comme ça. Je joue sur le drum 1, je joue sur le drum 2, je joue sur le drum 3. Normalement, on aurait quelque chose comme ça. Et oui, les deux bouts de baguette ne sont pas ensemble. Parce que s'ils sont ensemble, il faut que j'avance mon bras droit, ça me fait tourner. Fait que là, si on a le drum sur nous autres, le drum va tourner. C'est pas ça qu'on veut. On veut que le drum soit toujours parallèle, toujours droit. Notre corps soit droit, c'est juste les bras qui bougent. Donc, avec le principe des essuie-glaces, quand nos bras bougent, ça a l'air de ça. Fait que quand on arrive sur le drum 4, ben, c'est ça l'angle. Le drum 3, c'est ça. Fait que simplement comme ça. Le principe de base, dans le fond, là, pourquoi les tomes sont différents des snares et des basses? C'est parce qu'il y a juste une peau. Il y a juste une peau sur le dessus. Tandis que les snares, c'est la peau du dessous qui fait la job du son. Pour maximiser la résonance sympathique de la peau du dessous, il faut jouer dans le centre de la peau opposée. Même chose avec les basses. Dans le cas d'un tom, il y a juste une peau. Fait que pour maximiser la résonance sympathique, il faut jouer le plus en rebord possible.
Parce que quand on joue dans le centre, ça fait un instant damp. On moffe la peau comme si on mettait notre main dessus. Comme si on smackait. Ouais. Parce que ouais, c'est ça. Si par hasard vous auriez des tomes avec des pots en dessous, mettons que ce ne serait pas un tome de marching, mais que vous fabriquez un tome et que vous avez des pots en dessous, bien là, vous devrez jouer dans le centre. Exact. Est-ce que tu vas parler du tuning plus tard? Ou... Oui, je vais parler du tuning à la fin. Je vais laisser un moment pour le tuning. C'est pour ça que j'ai emmené ma drill, entre autres, ça allait plus là pour montrer des trucs, là, mais on va le passer après. Bon, la grosse caisse, là, bon, là, j'ai remontré le même, les bass drums. J'ai montré la même technique pour la prise de la baguette. Par contre, là, je parle en général pour les élèves secondaires qui ont des mains grandeur normale, on s'entend? C'est ça, parce que pour les plus petits élèves, les élèves qui ont des petites mains, c'est peut-être, il va y avoir des petites modifications pour les aider. Mais en général, ce qu'on veut faire, c'est la baguette, à la place de la prendre un peu comme snare thumb, qui est plus comme, comment je peux dire ça, plus dans la première jointure. Je ne sais pas si vous voyez ici, cette jointure-là, la main. Au lieu d'être plus dans cette jointure-là, on va la mettre peut-être un petit peu plus creux dans la main, ici. Vous voyez la différence, j'ai essayé de faire la baguette, elle va être plus comme ça, dans la main, au lieu de comme ça. C'est très subtil comme différence, mais à cause de l'angle des bras des baguettes, on n'a pas le choix, sinon nos doigts seraient tout le temps comme ça sur un base. Ça changerait toute la technique. Et autre petit détail, c'est que la baguette, on veut la tenir plus au bout. On va peut-être avoir, je dirais peut-être un demi-pouce de baguette qui va sortir au bout, ici, mais pas plus, parce que c'est comme un balancier, il y a comme un poids au bout ici. C'est chose qu'on n'a pas sur les snares et les tombes. Donc on a un bout plus pesant ici. Donc si on tenait la baguette plus en haut, bien là, on empêche la baguette de faire son travail, de rebondir comme il faut quand on fait le mouvement. Il faut qu'on travaille 2 fois plus fort. Parce que quand on fait ça, bien là, on a beaucoup plus de facilité pour le rebond. Okay? Donc ça, c'est les subtilités des prises de baguette. Maintenant, donc, les positions, quand on est derrière le drum, je vais aller sur le bureau, peut-être qu'il est un petit peu plus ajusté pour moi, en hauteur. Mais sur les bases, on veut habituellement avoir les avant-bras parallèles au sol. On ne veut pas avoir de bras comme ça, des bras qui pointent vers le haut, des bras qui pointent vers le bas. C'est vraiment l'avant-bras qui va être parallèle au sol, comme ça. Donc, pour setter vos joueurs, ça c'est à travers le monde, c'est toujours une grosse lacune en général. Les élèves ont beaucoup de misère à s'habituer à les bras parallèles parce que c'est pas évident. Quand ils tiennent les baguettes, moi normalement, je leur demande de mettre les baguettes bien relax, les bras chaque bord, bien relax comme ça. Là, je leur dis, vous voyez l'angle de vos baguettes? Et j'ai dit, change rien. Fais juste monter tes bras parallèles et on va ajuster le drum à ça, à la hauteur de tes baguettes. Ils montent les bras, ils sont parallèles. Là, je dis, vous voyez l'angle que vous avez ici? Ouais, ben, bouge pas, change rien. Et là, après ça, je monte ou je descends le drum pour que la grosse guimauve, elle soit dans le milieu de la peau. Direct dans le milieu, tout le temps. Parce que, comme Martin nous a dit tantôt, snare base, vu qu'il y a 2 peaux, la peau opposée du base, habituellement, elle est utilisée comme résonance. Donc, ça résonne beaucoup plus. Si je joue en haut, ben, il y a un foam à l'intérieur, on va en parler un petit peu tantôt, il y a comme un foam pour moffer la peau, pour l'empêcher juste de résonner sans arrêt. Et si on joue trop haut et fort, ben, ça ne résonne pas, il y a absolument rien qui résonne. On entend vraiment une grosse différence entre les deux. OK? Maintenant, excusez-moi, je ne vous ai pas parlé des mouvements de bras, des mouvements de. Quand on fait, mettons, 8 kills, des croches, tchoup sur le drum, mouvement du poignet et des doigts. Je le montre ici, mais je vais mettre plus d'emphase après, quand vous allez venir sur les drums. Et il y a des techniques spéciales pour les basses. On appelle ça moffer, damper,
En français, ça serait étouffer. On étouffe la peau. Mais souvent, ça va faire un son plus comme un bass drum de drum set. Fait que, je monte ça, prendre la baguette comme une pince, avec les 4 doigts, on écrase la peau, puis on joue au lieu de. On peut faire des. Ça change un peu le son, ça donne des timbres intéressants. Hey, c'est pas mal la fin de ma présentation de la petite technique. Une chose à ne pas oublier pour les basses, un peu comme les snares et les toms, comme j'avais montré, de ne pas plier les bras, les poignets, tout ça. Le principe reste pareil. Quand les jeunes s'installent derrière le drum, je vais leur dire, tu centres avec le drum, dans le milieu de l'instrument, les bras en bas, tu fais juste lever les bras comme ça. Des fois, le jeune, il va avoir les bras en avant. On dit, bien, dépendamment du drum, on veut mettre un rack si vous faites de la marche. On veut mettre le rack, et par rapport à la distance du rack, c'est là que les bras vont soit reculer ou avancer pour être dans le milieu de la peau. S'il n'y a pas de rack, je vous dirais, essayez de les avoir quand même assez proches du drum sans qu'ils soient à côté dedans. Soyez à. Tu sais, il n'y a pas de science exacte là-dedans. Là. Essayez qu'ils soient quand même assez proches du drum. Maintenant, on a notre position, on tient nos baguettes comme il faut, tout est correct. On veut écarter les coudes du corps. Je vais vous montrer comme ça. Vous allez voir pourquoi. Quand je monte mes baguettes, la plupart du temps, les jeunes, ils veulent garder leur coude sur eux autres. Ils vont faire ça comme ça. Les bras sont parallèles, l'angle est parfait, ils tiennent leur baguette comme il faut, tous les doigts sont en arrière, tout est correct. Mais ils ont les coudes rentrés en dedans. Et si je le vois de face, ça a l'air de ça. Comme ça. Et c'est pourtant, on est droite. Mais non, vous n'êtes pas droite, vous avez les bras écartés comme ça, puis ils s'en rendent pas compte. Après ça, je dis, sors tes coudes. Mais lâche pas tes baguettes, sors tes coudes. Instinctivement, les baguettes ils viennent en place, direct dans le milieu de la peau, c'est que c'est supposé. Quand tu sors tes coudes, ils sortent les coudes. Voilà. Et, je ne sais pas si vous pouvez voir de chaque côté, mais j'ai juste sorti mes coudes et les baguettes se sont mises directement à la bonne place sur la peau. Donc, c'est à peu près ça. Maintenant, pour l'angle, comme ça, je dirais que c'est très similaire au tom, comme Olivier avait expliqué. Tu mets comme ça, puis tu tournes jusqu'à temps que tu ne vois pas l'intérieur des baguettes. Et juste de tourner, ça aussi, ça fait écarter les bras. Donc, la tendance, s'ils sont flat avec la peau, ben là, ils vont frapper leurs bras. Un bras sur le drum, sur le rim, ils vont vouloir s'accoter, ça devient paresseux un peu. Ah, c'est dur, je m'accote. Non. Décolle les bras du drum, décolle les coudes, pouf, toute sa place. On dirait aussi sa place leur posture, parce qu'ils sont comme. Il n'y a personne qui va être penché comme ça. Instinctivement, ils font comme se placer. Fait que ça corrige comme 3 problèmes en 1. Ouais, vas-y, Elie. Et ça fait exactement la même chose que quand tu es placé pour jouer, ben, tu as un angle comme ça qui descend vers ta peau. Fait que quand tu es placé comme ça sur ton bass drum, tu as exactement le même angle. Ici, si je prenais mon bass drum et je le mettais comme ça, j'aurais le même angle que le bout de ma baguette. Il est plus bas que mon poignet, mettons. Ben, ici, c'est exactement la même chose en ouvrant les coudes, ça fait exactement la même chose. Puis comme ça, ben, tu peux vraiment avoir la puissance que tu veux sur ton bass drum. Bon, maintenant, j'inviterais 6 personnes à 7. J'ai ajouté un pad de tom, si quelqu'un veut aller essayer là. 6 à venir essayer sur les drums. Essayer de faire des que tout le monde passe. Rotation, merci. On va faire un mot. Venez prendre un drum, tous vous faire essayer des instruments, snare, bass. La raison pourquoi que je veux vous faire ça, c'est parce que, comme j'ai dit tantôt, quand vous l'essayez, vous allez 100 fois mieux le comprendre et pouvoir le montrer à vos jeunes. Et ça va simplifier. Et bien souvent, vous allez avoir des questions. Vous avez plusieurs questions. En le jouant, vous allez vous répondre vous-même. Vous allez comprendre vous-même. Donc, comme vous voulez, s'il y en a juste 4, ben, il y en a juste 4, mais je trouverai ça. Fait que là, les exercices qu'il y a là, c'est des exercices généraux. On s'entend là. Il y a 75 millions de variations des exercices que je vous montre là. Les plus simples, ceux que je vais vous montrer, et que je crois que chaque
drumline devrait faire, peu importe le niveau, ça va toujours commencer avec les croches. Donc, toujours en 4-4, des croches, 8 coups par main. On appelle ça aid on hand là, en anglais, dans le jargon. 8 coups par main, 8 croches par main. OK? Donc, la croche en 4-4, quand on débute l'exercice et les exercices, habituellement, on fait 2 mesures de 4-4 avant que tout le monde commence à jouer. Donc, on fait, mettons, là j'ai mon métronome, je vais vous sortir tantôt avec tout ça. On va faire comme 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, et boum, 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 là tout le monde commence à jouer. OK? C'est les façons de faire. Autre détail que je ne vous ai pas mentionné, habituellement, surtout au début, je dis toujours avoir les baguettes ouvertes, prêtes à jouer. Comme ça, on évite les détails de ah, on lève-tu, on ouvre-tu, on ferme, tout ça. Je commence avec les baguettes ouvertes. Je commence à être habitué à jouer bien les baguettes, comprendre les exercices. Après ça, on rajoute les fermetures, les ouvertures des baguettes et descendre et monter. OK? Donc, commencez avec les baguettes toutes déjà en haut, comme ça. Toujours la grippe, le point de pivot bien grippé, bien serré, excusez-moi mon bien serré ici comme ça. Et chaque mouvement de croche qu'on fait, c'est toujours le poignet qui plie, mais qui revient à sa position de départ. Tout le temps, tout le temps. On ne veut pas le poignet renversé. OK? Bien important. On partit ça, et ça fait 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Avec un dernier coup de la droite. Okay? Ça, c'est l'exercice qui est écrit là. On l'a fait exactement comme c'est écrit. Bien, souvent, je fais un chaque, 2 chaque, 3 chaque, 4 chaque. Vous pouvez le faire à l'infini comme ça si vous voulez. Vous ne pouvez pas finir, pas arrêter entre les fois. Ça, c'est le premier exercice. La deuxième, c'est 16-16. C'est le même principe, sauf que c'est 16 coups de chaque main. C'est simple. Je pense qu'on peut passer par-dessus. On est capable de compter jusqu'à 16. Et puis, l'exercice suivant, celle que je fais habituellement tout le temps, ça c'est la de base, c'est 8-16. Donc, on intègre les 2 premiers exercices. Fait qu'on fait 8 coups de la main droite, 8 coups de la main gauche, 16 coups de la main droite. 8-8-16, et la même chose à partir de la gauche, 8-8-16, avec un dernier coup de la droite. Tout le reste pareil. On fait ça, ensemble? 1, 2, C'est ça. et C'est 2, le principe que 2, moi, 3, 4. 8 coups. 8 coups encore. 16. Donc là, vous avez votre premier exercice, vraiment en ensemble de drums que vous pouvez montrer à vos jeunes quand vous commencez votre ensemble. Une chose qui est vraiment importante, que je n'ai pas parlé par exprès, j'attendais que vous jouiez, c'est ce qu'on appelle le rebond de la baguette. On veut toujours que la baguette rebondisse. Donc, quand on frappe la peau, bien souvent, on ne contrôle pas pour la remonter, on la laisse faire. C'est comme si j'ouvrais mes doigts à chaque fois, mais je n'ouvre pas mes doigts. Je donne un coup, et je laisse l'énergie. Je ne sais pas si c'est scientifique là, mais. Cinétique. Cinétique, c'est cinétique? Bon. On laisse l'énergie cinétique travailler, pouf, et laisser la baguette remonter. Okay? Ça, bien sûr, c'est quand on fait l'exercice, on fait plusieurs coups en même temps. Si je fais un coup, je ne la laisse pas rebondir, j'arrête le mouvement. Sans stresser, je fais juste arrêter le mouvement. Sinon, on laisse le mouvement aller, naturel. Il faut que ça soit le plus naturel possible. Et c'est ça qui est difficile. Pour les jeunes, là, surtout pour les très très jeunes, 5e, 6e année,
essayer de faire chaque coup pareil, puis après ça, de faire le dernier coup, tu fais juste arrêter. C'est comme la science de la NASA. C'est comme, ah, mais je pas, ah, mais là, hein, ma main, puis c'est ça, c'est vraiment compliqué. Mais pourtant, ça devrait être naturel. OK? Un exemple, quand je commence, bien sûr, toujours le poignet. Avec le dernier coup, j'ai juste arrêté ma motion. Je n'ai pas arrêté le rebond, j'ai arrêté la motion et ça fait que la baguette va rebondir un petit peu à l'arrêt. OK? On va passer à d'autres choses. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent l'essayer? Je me switcher, allez-y. Si vous voulez essayer snare, base, vous pouvez changer comme vous voulez. Première chose, premièrement, être relax. Relax. Ok, on est juste entre nous autres. Puis, comme nous Philippe vient de dire, ça rebondit, mais ça veut dire que tes doigts en arrière ne sont pas figés sur ta baguette non plus. Ils sont supposés suivre ta baguette. Fait que si tes doigts sont crispés en arrière, ça c'est prendre un ballon, le lancer par terre, puis le ballon il reste par terre. Puis là, tu le reprends, tu relâches. Ça s'appelle jouer à la roche. Il n'y a personne qui aime ça, jouer ça. Tu dribbles un ballon. Fait que ton ballon il est là, tu lances, ta main elle reste là, ton ballon il s'en va toucher par terre, ta main est encore là, ton ballon il revient, tu reprends l'énergie et tu fais juste un petit mouvement. C'est ton ballon qui va travailler. C'est exactement la même chose avec ta baguette. Mais si tes doigts sont crispés en arrière, ça ne marchera pas. Laisse ta main molle, tes doigts ils vont la suivre toute seule, la baguette. Que tu fasses n'importe quoi, tes doigts ils vont suivre ta baguette. Ne pense pas à ouvrir puis à fermer ta main. Ça, le cerveau humain ne peut pas faire ça. Fais juste relax ta main. Tu peux même essayer la main molle, puis à un moment donné, tu vas placer tes doigts jusqu'à temps qu'ils suivent vraiment la baguette. Ça va faire un mouvement beaucoup plus... En fait, pour Snare Tom, il y a un truc que j'ai oublié de vous mentionner. Moi, les jeunes, bien souvent, ils vont prendre la baguette quasiment au bout, même si on leur dit qu'il faut laisser 2-3 pouces en arrière, ils ne comprennent pas où est le point de pivot que la baguette va rebondir le plus naturellement possible. Il y en a d'autres qui apprennent dans le milieu, puis ils se demandent pourquoi ça ne marche pas. Puis d'autres au bout, ils ont des minuscules mains, puis ils font ah, ça va être trop pesant, ah, je reviens plus, c'est trop dur. Moi, ce que je leur dis, la meilleure, la Fantastic Mark Bigford, c'est pas mes commentaires, mais bon, Bigford, ils ont un beau drapeau américain, c'est une compagnie américaine, et moi, je leur dis, c'est votre meilleure référence pour votre point de pivot, c'est le drapeau. Fait que mettez votre pouce sur le drapeau, et après ça, vous allez jouer un demi-pouce en haut, un demi-pouce en bas, dépendamment de la grosseur de vos mains. C'est à peu près là qu'on veut que c'est là le meilleur point de pivot pour vos baguettes. Bass drum, c'est exactement le même principe. Ouais, c'est la même chose. Habituellement, le drapeau est un petit peu plus en arrière que sur les baguettes de snare de drum. Fait que c'est comme c'est à la bonne place. Ils sont calculés à l'ordinateur par Vickford pour être sûr que le petit drapeau il soit à la bonne place. Ah oui, je ne savais pas ça. Ah, je ne savais pas que c'était à ce point-là. OK. Bon. Parfait. Ah oui, OK. C'est renseigné. Donc, on va aller un petit peu plus vite, parce que je vais vous faire un autre rudiment que juste du 8-8. Là. Par contre, je veux que vous compreniez que cet exercice-là, vous pouvez faire des crescendo. Des crescendo, vous pouvez jouer en bas, des tapes. Le terme tape en drumline, c'est qu'on joue en bas. Différence en jouer plus doux. Moi, je ne vais jamais dire à mes jeunes jouer plus doux. Je vais leur dire jouer moins haut. Parce que sur un drum, on veut toujours l'entendre. On veut que ça résonne. Si on dit jouer plus doux, bien souvent, ils vont changer leur technique, ils vont changer leur grip, ils vont faire. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut l'entendre ce qu'ils vont jouer. Fait que si c'est trop fort, et ils jouent quand même à la bonne hauteur, bien là, c'est un problème. Là, c'est moi qui vais le faire changer. Bien là, c'est un problème de design. Je vais vous faire jouer sur le bord de la peau, puis ça sonne moins fort. Mais je ne vais jamais leur demander de changer leur technique parce que c'est trop fort. Jamais. À l'opposé, si c'est pas assez fort, peut-être que je vais leur dire, mettez un peu de bras. Je ne vais pas nécessairement leur dire de jouer plus fort, mais je vais dire, ayez l'air que c'est plus fort. Tu sais, comme on voit ce qu'on entend, puis on entend ce qu'on voit. La même affaire. Si, mettons, je joue à cette hauteur-là, la plupart du monde, ils vont dire, OK, c'est un passage un peu plus doux. Je ne vais pas jouer plus doux, j'ai juste joué moins haut.
Par contre, si je joue à cette hauteur-là, là, j'implique les bras, je n'ai pas joué plus fort. Mais c'est sûr, ils vont faire oh mon Dieu, ok, ça commence à être intense, là, ça commence à être fort. Là. J'ai pas joué plus fort. Fait que c'est comme, on peut tricher là-dedans un peu. Fait que ça, c'est une affaire là, que quand vous écrivez des spectacles, peu importe les exercices, vous voulez les faire jouer plus fort, ou je dis plus haut. Tout le temps. Plus haut, moins haut. C'est écrit dans les musiques, pianissimo, réseau forte, fortissimo, tout ça, mais en drumline, la référence est plus des hauteurs. Okay? Après ça, c'est ça. Ça va mettre dans votre écriture, comment vous désignez le show, qui écrit le show. Là, c'est eux autres. C'est la balle est dans leur camp, à savoir quand c'est plus supposé d'être plus doux. Peut-être enlever les tomes, enlever les basses, puis juste savoir les snares qui jouent, parce que c'est trop fort, ça, de la section au complet. Mais ça va être l'atelier à Martin tantôt. Donc, je fais des crescendo juste pour vous montrer que ça a l'air un 8-8. Pas tirer en bas. Comme vous pouvez voir, c'est toujours relax. Chaque coup continue à rebondir quand même. Pour les basses, c'est la même chose. Toc, 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 toc. C'est comme une horloge, les basses. C'est encore plus facile. C'est comme une horloge qu'on s'en va. Hop, on veut aller quasiment jusqu'à 3 heures, 1 heure, dépendamment de quel bord. Puis on revient visite. Simplement. OK? La main qui ne joue pas habituellement, c'est nos jeunes, soit qu'ils se la plantent dans le nez, ils se grattent en dessous du bras, ils font quelque chose d'étrange. Puis là, après ça, quand on dit ben, tu partes mon crescendo de l'autre main, ça fait ça. Parce qu'ils ont fait oh, maudit, j'ai oublié ma main qui ne joue pas. Fait que moi, souvent, je leur dis pensez à votre main qui ne joue pas. Pendant qu'ils jouent l'autre main. Ils jouent la main gauche en crescendo, je dis on s'en fout de votre main qui joue, pensez à la main qui ne joue pas. Et tout d'un coup, chaque attaque de chaque main est quasiment parfaite. Parce qu'ils ont pensé à la main qui ne jouait pas, puis ils se sont rendus compte, ah, c'est ça mon problème, c'est la main qui joue. C'est rarement la main qui joue quand c'est une main ou l'autre. C'est toujours l'autre. Okay? Et la même chose en décrescendo, mettons. C'est quand même lent, mais vous entendez, je ne joue pas moins fort ou plus fort. C'est juste une question de hauteur et de rebond de baguette, tout simplement. OK? Bah. Là, il y a un exercice, une technique, peu importe comment vous voulez appeler ça. On appelle des accents et des tapes. Quand on jouait en bas, on jouait pas très haut. Je vais vous montrer un guide de hauteur de la baguette. Au pire, je l'aurai dans le Padlet, là. Un guide de hauteur comme en référence, bien sûr. On appelle ça, mettons, 3 pouces. C'est pas un vrai 3 pouces. Si on sort la règle, c'est pas vraiment 3 pouces. Mais les tapes, habituellement, c'est à peu près 3 pouces qu'on dit. Et quand on fait un accent, habituellement, on va aller 2 hauteurs plus haut. Donc là, on arrive, c'est tout le temps l'incrément de 3 pouces. 3, 6, 9, 12, 15. Là, je suis à 3 pouces. Ben, je vais vouloir aller à 9 pouces ou 12, dépendamment. Donc, toujours avec le poignet, toujours avec les doigts, point de pivot. Je fais juste aller plus haut pour faire mon accent. Je ne joue pas plus fort. Je veux juste aller plus haut, encore une fois. OK? On peut juste faire le principe de 8-8, pas l'exercice que là, on va passer à d'autres choses vite. Là. Mais le 8-8, là, ça serait quelque chose comme ça. On ferait un accent à toutes les 4 temps. À toutes les 2 B, excusez-moi. Okay. Ça serait accent et temps. OK? Tu fais ça tout le monde ensemble? On va faire une couple de fois. Ensuite, je vais vous laisser avec Olivier et Saint-Paul. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Go! Donc, autre détail que je dis souvent et qui arrive, c'est quand c'est le temps de faire un accent, les gens ils veulent plier leur poignet et faire comme un mouvement de fouet. Moi, je leur dis, ben non, quand on fait 8-8, tout à la même hauteur, est-ce que tu fais ça à chaque fois? Ben non, ça n'a pas de sens. Bon, mais pourquoi tu le fais là? Ah ben oui, ok, ah ouais, c'est sûr. Mais pas de fouet.
Toujours poignet, point de pivot et les doigts qui sont en arrière. OK? Fait que ça, c'est des petits détails. Écoute, on pourrait en parler, je pourrais vous donner un cours de 6 heures, puis on n'aurait pas tout passé quand même. Fait que je vais arrêter là. Il y a des doubles croches, des triolets, du parallèle d'autres flancs, en tout cas, mettez-en comme vous voulez. Tous les exercices que j'ai là, j'en ai un paquet d'autres. Tout va être dans le Padlet, vous allez pouvoir avoir accès à ça. Je vous encourage à l'utiliser pour Drumline, si vous voulez. Si vous avez des questions, vous m'appellerez, enverrez un email, peu importe. OK? Fait que, maintenant, c'est le temps à lire. Je vais prendre le temps qu'il faut. Moi, je vais m'arranger avec le temps qui reste pour montrer le visuel. Après, pendant ce temps-là, je vais placer les drums et je vais essayer de me passer de votre chambre. Merci. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le merveilleux monde des métaux. J'adore tout ce qui est en métal. C'est la magie, c'est le punch, c'est toutes les cymbales, mais c'est aussi le côté visuel de la drumline. Je vais tout de suite commencer en disant, ceux qui écrivent des cymbales, mettez pas des cymbales partout. C'est pas une ligne de snare, c'est une ligne de cymbales. Puis moi, ma ligne de cymbales, c'est comme une ligne de bass drum. C'est sûr que si tu as juste un petit bit, là, tu vas y faire du hi-hat souvent, tout ça, mais dès qu'ils sont deux, déjà, tu peux faire beaucoup de visuels. Trois, tu es déjà rendu avec une ligne de cymbales que tu peux faire beaucoup de succession. Puis c'est ça, les cymbales, t'es les gardes, t'es la gang visuelle, puis t'es la magie de la drum. Primaire, ça là, c'est la meilleure chose au monde. Parce que vous ne voulez pas être comme lui. Lui, ça paraît pas, là, parce qu'il a des lunettes, mais il a des appareils, parce qu'il a joué trop longtemps du snare, puis un rimshot de snare, c'est la pire chose au monde pour une oreille. Fait que c'est tellement aigu et fort, puis quand t'es 10 snares, ça détruit les oreilles. Puis les bouchons, au secondaire, c'est pas si pire, mais au primaire, bien souvent, ça rentre pas bien dans l'oreille. Lui, ça les protège un peu, mais moi j'ai des acouphènes, pas aussi fort que lui, mais j'ai des acouphènes quand je me couche le soir. Ah, ouais. Mais c'est juste rendu à 14 ans que mon premier prof de drum il m'a dit hey, comment ça tu protèges pas tes oreilles? Fait que moi, mes élèves, quand ils rentrent dans le local, s'ils ont oublié leur coquille, ça leur prend des bouchons, ben c'est 10 push-ups. Comme dirait Stéphane Boutin, si ça ne te rentre pas dans la tête, ça va te rentrer dans les bras. Quand ça fait 2-3 fois que tu oublies tes bouchons ou tes baguettes, parce que baguette aussi c'est 10 push-ups, puis si tu n'as pas tes partitions non plus, c'est 10 push-ups. Fait qu'il y en a qui rentrent, il faut que je fasse 30 push-ups, j'ai tout oublié les affaires. OK, 30 push-ups, puis là, je n'ai même pas besoin de les compter, ils sont tout le temps 7-8 en dos. Ah! Fait que ça motive assez qu'après ça, tu les oublies plus, tes affaires, tu y penses. La technique d'impact, là, et la pédagogie canine fonctionne très bien. Assis, debout, seul. Mais pour vrai, les coquilles, au magasin des pièces, il y en a à 4,50 $. Fait que même s'ils n'ont pas d'argent, trouve-toi quelque chose qui va protéger tes oreilles, surtout quand c'est petit. Les oreilles, ça ne se prépare pas. Tu peux avoir des affaires pour t'aider, mais ça ne se prépare pas. Fait que protège tes oreilles. Les cymbales, ce ne sont pas 2 assiettes en métal, ce sont des petits draps de satin. Première chose, quand tu tiens ta cymbale, les straps neuves, ça fait mal. Je vais vous montrer une façon de les assouplir, parce que sinon, vos enfants, ils ne seront vraiment pas contents, ils vont avoir mal, ça n'aura pas de bon sens. Mais il y a des petits trucs pour assouplir. Ça, c'est mes cymbales de Boston, ça, c'est mes cymbales d'orchestre symphonique. Fait que les straps ne sont pas aussi molles, parce que cymbales d'orchestre symphonique, on va juste les prendre comme ça. C'est seulement pincer le cuir. Mettre ton pouce sur le pad pour pouvoir diriger ta cymbale. Ça, c'est la meilleure façon. Mais, dans le drum corps, on passe la main, on tourne et on vient chercher avec le pouce ici, tout simplement, qui va tenir ta cymbale. Ta main, ta bosse de pouce ici,
est supposé presque frôler, vraiment là, proche de ton pad. Je ne sais pas combien je parle fort, là, mais parce qu'il fonctionne vraiment bien, ça. On t'entend? Vraiment proche. Ceux qui font des cymbales sont obligés de faire ça de même pour que la cymbale elle reste droite. Tellement de tension dans les doigts et dans les mains, tu ne joueras pas bien. Ta cymbale, elle est proche. Fait que j'ai pas besoin de serrer. La cymbale, c'est mes doigts qui vont bouger. De là, je touche pas, là je touche. Là je touche pas, là je touche. La cymbale. Si tu fais ça, ça veut dire que tu n'as pas besoin de forcer. Mes doigts sont ouverts complètement, puis ma cymbale est droite quand même. Et je dirais presque la même chose que le bass drum. On n'a pas notre bras complètement droit. On va juste le monter un petit peu pour que notre pouce soit pas mal à la hauteur de notre nez. Ça serait ma position. Troisième fois que tu le fais faire, les joueurs, ils enlèvent leur cymbale et ils le font juste avec leurs mains. Surtout les premières pratiques parce que c'est lourd. En 98, quand j'ai joué avec Boston, c'est l'année que j'ai eu les plus gros packs de ma vie. Yeah! J'ai tout perdu ça. Avant, là, j'étais plus musclé que lui. Non. L'as-tu déjà écrit? Les cymbales, il faut vraiment que, sans la tenir, ta cymbale va pouvoir rester droite quand même. Je suggère même qu'avec ton autre cymbale, tu peux venir placer ta ganse, tu peux la baisser un peu, tu vas avoir encore plus de grip. Et tu peux vraiment faire ça comme ça. Pour venir placer tes ganses. Je sais que c'est vraiment niaiseux ce que je vais dire, mais rappelez à vos élèves de penser qu'ils ont des cymbales dans les mains. Je vous explique, ça me pique sur le bord de l'œil. Tu as le réflexe d'aller te gratter, mais au lieu de faire ça comme ça, ça fait très mal. Très mal. J'ai vu un gars se casser l'œil, l'arcade sourcilière. Parce qu'il a fait, il y avait une mouche, une abeille, quelque chose. Pow! Il a fini, ça a fait vraiment mal. Puis on était aux États-Unis, fait que ça coûte cher. Si vous pratiquez dehors, ça, on peut faire cuire un œuf dessus. Fait que des manches longues, c'est important parce que tu vas bloquer avec tes cymbales, tu vas bloquer avec tes bras, puis pour vrai, ça vient très chaud. OK. Je pourrais parler de ça pendant 24 ans à peu près, fait que je vais commencer tout de suite que, premièrement, droitier ou gaucher, faut que tes joueurs soient à l'aise, mais jamais les deux cymbales exactement ensemble, parce que ça va faire des pops. Tandis que moi, je veux entendre du satin. Donc, j'ai une cymbale qui va être tout le temps un tout petit peu plus haute que l'autre, parce que si je fais une succion, je tire vraiment le plus fort que je peux. Les deux cymbales, ils vont arrêter toutes seules à cause de la succion qui se produit. Dès qu'ils vont être le moindrement ensemble, la succion va se faire et je ne pourrai plus tirer plus loin. L'énergie cinétique, ça? Excuse-moi? L'énergie cinétique, ça? Non. Il y a plein de mouvements. Ce qui est important, c'est que tes jeunes, ils s'amusent. C'est important que tu comprends ton mouvement, que je vais décortiquer dans quelques secondes. Et il y a quelques mouvements qui sont vraiment importants de base. Mais c'est vraiment, pendant qu'ils ne jouent pas, fais-leur faire des montées, des descentes, des mouvements de cymbales qu'ils vont aimer. Que tu lèves ta main, tu taper ta cymbale. Laissez-les pas jouer tout le temps. C'est lourd, ça. Laisse-les descendre, faire une belle vague de cymbales, revenir,
remonter tout le monde ensemble et ensuite faire ton hit, venir faire ton coup. Ça va être le fun. Autant pour eux autres que pour toute l'audience qui va regarder le show, qui va OK, là, ça brille, ça met OK, là, ils viennent de jouer. J'ai fait une petite feuille il y a de ça quelques années que mes joueurs de cymbales, j'écris leur partition, puis je fais ces petits dessins-là au-dessus pour dire ce bout-là, je veux que ça soit ça. Ce bout-là, je veux que ça soit ça. Okay, c'est des mouvements de base que j'ai en papier, puis je l'ai aussi numérique pour ceux qui le voudront plus tard. Position neutre, ça veut dire que tes deux bras sont, en fait, comme j'ai dit tantôt, les cymbales sont à la hauteur de ton nez et tu devrais voir l'intérieur de ta cymbale. Fait que ta cymbale n'est pas complètement droite, elle est un petit peu comme ça. À peine. Et surtout, plus par en haut. Exactement dans le même angle que tes bras. Même chose que si tu jouais du snare. Tu as un angle vers ta peau, alors tu as un angle vers le haut de ta cymbale. On parlait tantôt de shockwave, c'est exactement la même chose. Les cymbales, c'est ton coude qui va commencer ton mouvement. Tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as tout le temps un rebond. Ça fait super beau voir une ligne de cymbales faire ça. Et en même temps, c'est comme ta baguette qui relève et qui se replace. C'est exactement la même chose. 1, 2. À un moment donné, tu n'as plus besoin de le compter. Tu fais 1, 2, 3, 4. Et en faisant ça, ça veut dire que ton bas de cymbale va frapper 1/1000 de seconde avant ton haut de cymbale. Donc, ça ne va pas faire. Les faire. Au début, ça a fait canard quand même. Le neutre, qui est en haut, orchestral, en 45, ta main gauche est vraiment relax, ça fait seulement tenir ta cymbale, et c'est surtout ta main droite qui va bouger, mais pour avoir un meilleur son, tu vas bouger tes deux mains, et toujours avec le shockwave d'ensuite, le rebond d'ensuite, ça fait beau. Bien sûr, le choke, que tu vas venir frapper, puis que tu vas venir étouffer en pesant avec tes doigts sur ta cymbale. Donc, elle va venir toucher à ton avant-bras, ce qui va arrêter beaucoup la vibration. Et ensuite de ça, tu vas venir le cogner en dessous de ton bras. Donc, ton biceps et même ton côté de dessous de bras va venir arrêter ta cymbale pour pouvoir avoir le son le plus sec possible. Ça, en même temps qu'un rim shot de snare, c'est vraiment formidable. Ça donne vraiment beaucoup d'impact. Les tapes. Belle petite place pour pouvoir faire beaucoup de mélodies. Puis ça, à un moment donné, tu peux même pogner le rebond. Encore une fois, d'un côté, de l'autre. Il n'y a aucune cymbale qui est exactement pareille comme l'autre, donc tu peux avoir deux sons différents. Et ne vous arrêtez pas à ces cymbales-là. Tu peux prendre une cymbale comme ça, puis prendre une Chinese dans l'autre main pour pouvoir faire d'autres effets. C'est vraiment le fun de mélanger les métaux ensemble. Je vais essayer de ne pas graffiner. J'essaie de dire trop d'affaires en même temps, là, mais quand on fait un mouvement, tu vas vouloir aller montrer tes cymbales. Donc, il faut que tes cymbales soient le plus droites possible tout le temps et non faire POM. Parce que là, tu vois, c'est comme des lampes de poche. Fait que si tu fais ça même, la lumière, tu l'envoies par là, mais ceux qui payent des billets sont là-bas. Tu ne veux pas qu'ils aillent chercher des hot dogs. Fait que tu les regardes comme ça avec. La meilleure façon de faire ça, c'est de faire Jésus. On fait Jésus. Jésus est de même. Fait que ses deux mains sont comme ça. Son petit de même. Fait qu'il ne peut pas les mettre comme ça. Il ne peut pas les mettre de même.
sont toujours de même. C'est ça que tu dis à tes jeunes? Ça, oui. La meilleure façon, ce que je dis à mes jeunes, c'est de te placer sur le bord d'un mur et de le faire. Tu vas voir quels muscles qui travaillent pour pouvoir placer tes cymbales et qu'elles restent toujours devant toi. Et surtout, allez au maximum de vos mouvements. Faire ça même. Vas-y. Ça va être beaucoup plus impressionnant. Puis, des fois, on lance tellement nos cymbales que notre corps il penche vers le même. Une affaire, le premier mouvement, le fun à faire, tu fais juste pousser ta cymbale avec ton pouce, ton coude va redescendre, puis ça va faire tourner ta cymbale. On dirait que ta cymbale a fait un tour complet, puis pour vrai, elle ne fait qu'un demi-tour. Tu fais juste ça. Mais avec la cymbale, ça fait ça. Donc, quand on fait des montées ou des descentes de cymbales, avec la ligne de snare, 1, 2, 1, 2, 3, 4, juste la montée et juste la descente, ça fait vraiment impressionnant pour une ligne de cymbales. Monter une cymbale, monter l'autre cymbale, jouer. C'est des petites choses qui sont pas difficiles à faire et qui fait vraiment upgrader une cymbale au lieu de faire ça tout le temps. Et que c'est plate, ça, pour les joueurs de cymbales, OK? Ça, c'est plate de faire ça. Mais, ça arrive parce que des fois, tu as besoin d'avoir ces sons-là. C'est juste que ça te prend du monde solide. Tu sais, quand on met des petits joueurs de cymbales parce qu'ils ne sont pas capables de faire grand-chose, fait qu'on va les mettre ces cymbales, ils ne sont pas capables de garder le pied, et toute ta drumline va se promener, ça sera vraiment pas facile. Une chose vraiment importante, si vous faites des hi-hats, tu accotes ta cymbale d'en bas, en premier, tu prends le temps, puis ensuite tu vas venir déposer le bas de ta cymbale sur ta cymbale, et tu vas venir la glisser. Parce que si tu fais ça en même temps, tu vas te coincer, puis tu vas saigner. Ça fait mal. J'étais plus gros que ça avant. C'est vraiment important. Ça se fait rapidement, OK? Mais va porter ta cymbale d'en bas et glisse celle d'en haut. Il y a plein de sons différents, le Zishan, le scratch. Encore une fois, pour faire des beaux effets très mélodiques, si tu ajoutes le petit mouvement après, ça fait vraiment beau. C'est pas compliqué, mais il faut l'essayer. J'ai-tu encore 2 minutes, chef? 35 secondes. Ouais, il te reste 1 minute. J'aimerais ça que 4 personnes viennent prendre une seule cymbale. Ah ouais. Là, les straps, ils ne seront pas ajustés à vous. OK. Je veux seulement que vous poussiez votre cymbale avec votre main gauche. Je veux juste que tu fasses ça. Je ne veux pas que tu fasses au complet de ton mouvement. Je veux juste que laisse tomber ton bras. Comme ça. Okay? Une fois qu'il est comme ça, relève ton petit doigt, comme si tu voulais faire bonjour à maman, puis replace-toi. Ça. Et voilà. Pousse ton pouce. Tu pousses ton pouce, tu ramènes ton petit doigt. Pousse ton pouce, ramène ton petit doigt. C'est cool. Ça c'est bon, ça c'est bon. Il faut que ta cymbale elle fasse ça. Puis après ça, tu fais juste faire ça comme ça. Ça. Eh oui! Ah ben oui. Ça me lance ça. Excellent, on dirait que tu fait ça tout le temps. Non, c'est la seule section que je n'ai pas faite. Déposer les cymbales. Déjà joué, c'est pas comme toi.
Vous êtes vite? Je voulais juste que vous ayez le feeling une fois de la main droite. Bien sûr, la main gauche, c'est la main niaiseuse pour la plupart du monde. Fait qu'il va falloir prendre plus de temps pour le faire. Mais c'est exactement la même chose. Merci, vous pouvez aller vous asseoir. Je vais juste... Dernière chose, parce que j'ai plus le temps, mais comment ajuster la cymbale? Je l'ai apporté des tissus, puis j'ai complètement oublié. Mais ça se défait en défaisant le carré. Tu tires, puis ensuite, tu vas plier une des ganses, tu vas plier la deuxième que tu vas passer en dessous. Tu vas plier la troisième, il va y avoir une tige comme ça. Tu vas peser la prochaine, tu vas peser la prochaine. Après avoir fait ça, je vais essayer de le faire quand même devant vous. Parce que pour vrai, si c'est pas bien ajusté, tes joueurs ne pourront pas bien jouer. Reste 10 minutes pour apprendre à marcher avec les instruments. OK. Ben, je vais faire une vidéo que le monde pourront voir là-dessus parce que si les mains sont trop petites, ça prend même des ciseaux pour couper le cuir un petit peu. Mais puis il faut couper droit parce que sinon vous allez gaspiller vraiment la gaze. Mais je vous le dis que si la cymbale est là, puis la main de ton joueur est là, il va tout le temps forcer pour avoir ses cymbales juste droites, puis il va se faire mal. Il faut que sa main elle soit à côté, mais il ne faut pas qu'elle soit trop serrée non plus. Il faut que le sang passe. Puis ici, là, ils vont avoir de la corde. Fait qu'il y a même des gants de cymbales qui se vendent. Puis tu peux même prendre des gants de clairon aussi. Moi, j'ai déjà pris des gants de joueurs de baseball. De droite, gauche, j'avais acheté ça à toute ma ligne de cymbales. Puis, quand tu fais des trucs un petit peu plus funky, ben, ça chauffe. Fait qu'à un moment donné, juste avoir un gant, ben, ça fait que tu t'arraches moins la peau. Mais ça prend pas de temps pour que ta peau elle se place, puis que ça glisse, puis que ça fait plus. Ils font des sleeves maintenant avec Ouais. le gant, jusqu'au bout. Ouais. Avec des designs sur le Oui, puis en plus, comme ça, les joueurs n'ont pas besoin de porter des chandails à manches longues parce que quand tu es dehors tout le temps, les filles sont en petit top puis les gars, on n'a pas rien partout. Fait que au moins, quand tu as ça, ben, tu ne te brûles pas en plus. Fait que tu peux bien bouffer tes cinq. Merci, mesdames et messieurs. Bravo! Hey, dernière, pour vrai. Transporter les cymbales. Tu passes ta cymbale, puis avec ta main droite, tu viens pincer avec ton pouce et ton index. Tu viens pousser ta cymbale sur l'autre. Comme ça, tes joueurs de cymbales, ils peuvent se promener, puis t'entends pas tout le temps. Fait que ça, c'est vraiment formidable et ça fait très professionnel de voir 3-4 joueurs de cymbales à l'entendre. Salut tout le monde. Ça marche. Yes. Comme dans le temps, il y avait toutes des moustaches. Je pense que c'était vrai. Ouais. Bon, ben, écoutez, point de vue visuel, voilà, vous essayerez les drums après. Je pensais à voir ça. Je me suis croisé les doigts, pas avoir amené ça pour rien, mais c'est pas grave, vous l'essayerez après si vous voulez dans les 5-10 minutes entre les deux ateliers. Fait que je vais faire la démonstration avec Olivier des exemples, des trucs qu'on va passer. Et ça va être dans la vidéo, puis ça, s'il vous plaît, portez une attention particulière là-dessus. Okay? Moi, je suis loin d'être un athlète. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué sur un groupe, sur une ligne. Donc, je vais faire mon possible physiquement de vous démontrer les trucs. Okay? La première chose, c'est la posture. C'est le plus important, moi, je pense, de tout. C'est la posture. Moi, j'ai eu des problèmes dans le passé parce qu'on ne m'a jamais corrigé ma posture. On m'a dit, il faut que tu sois droit, puis tu sois droit. OK, ben je suis droit. Droit. OK, je suis droit. Ça arrêtait là. On ne me donnait pas de détails. Là, je suis rendu que j'ai quasiment une scoliose, puis j'ai la colonne curvée comme ça parce qu'on ne m'a jamais dit de rentrer mon menton, avoir les épaules basses, les pouces à telle place, de ne pas barrer mes genoux, de quand même être relax. C'est tous les détails comme ça que maintenant j'enseigne à mes gens, puis ils font ah, ben oui, c'est bien plus facile de jouer comme ça. Ben oui, hein, moi aussi, j'avais mis ça, quand ton âge de l'apprendre. Tu sais? Fait que la posture, c'est la première chose. Okay? Il y a des exercices de posture que, on part d'en bas, on déroule partie par partie du corps. Je vous le montrerai pas ici. On finit comme ça. Le plus important, c'est qu'on veut qu'il y ait la tête droite, le menton rentré. On ne veut pas le menton comme ça. Le menton, on veut quand même assez droit. Et, contrairement aux croyances populaires, on
On ne veut pas regarder en l'air, on ne veut pas regarder en bas. D'habitude, on regarde. C'est quoi, 10 degrés, c'est quasiment en ligne droite. 10 degrés, c'est à peine visible. Juste un petit peu, comme je regarderais M. Walsh dans les yeux en ce moment. C'est à peu près 10 degrés. C'est à peu près ça. Fait que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et juste ça, ça va donner un bon angle de tête, les épaules à la bonne place. Tout ça. Deuxième étape, quand ils ont les bras de chaque côté, avec ou sans baguette, c'est à peu près le même principe. D'habitude, quand on ferme le poing, ils vont fermer le poing comme ça, les jeunes, avec le trou ouvert, ou bien ils vont mettre le pouce dans la main. Moi, je leur dis, bouchez votre trou avec votre pouce. C'est comme fermer vos deux. C'est comme, tu sais, quand ils essaient de faire leur volet de l'eau, en dessous d'une chambre, je dis, mais mettez votre pouce par-dessus. Bon, là, je dis, mettez votre pouce sur votre couture de pantalon. Tout le monde a des coutures à peu près à la même place. Mettez votre pouce à votre couture. Là, tout le monde, tout d'un coup, point, tout le monde sa place. Et voilà. On a quasiment une posture quasi parfaite, juste avec ça. Quand ils ont les baguettes dans les mains, c'est quasiment le même principe. On ne veut pas qu'ils soient raide comme une barre. Fait que je leur dis, pliez un peu vos coudes, relaxez, mettez vos genoux droits, mais barrez-les pas, parce que s'ils barrent à un moment donné, il va tomber sans connaissance. On veut relax, mais droit. OK? Maintenant, position des pieds, il y a trois positions. La première, c'est les orteils collés. Simplement comme ça. Je ne recommande pas ça pour la simple et unique raison que ça pousse les rotures vers l'intérieur. Là, je l'ai fait, ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette position-là, et je sens mes rotures qui veulent pousser vers l'intérieur, donc c'est pas naturel. La deuxième position, les talons toujours collés, mais une ouverture d'environ 45 degrés entre les orteils. Cette position-là, c'est la position la plus naturelle pour pas mal tout le monde, tous les êtres humains de la planète. C'est pas mal comme ça. Et il y a une troisième position, ça peut être quand on fait des shows visuels, chorégraphie, un moment particulier, on va mettre le talon gauche dans l'arche du pied droit, ça donne un genre d'angle comme ça fait comme professionnel. Je ne vous recommande pas de faire tenir vos jeunes de cette façon-là longtemps, parce qu'ils finissent par pencher d'un bord, pencher de l'autre. C'est vraiment difficile d'avoir ton poids dans le milieu, ta balance. Fait que, moi, ce que je recommande, je ne vous dis pas que c'est absolument ça qu'il faut faire. Ce que je vous recommande, c'est celle avec les angles, les orteils à 45 degrés. Okay? 45 pieds, c'est rien. Bon, là, on a la posture. Comment se tenir? Sur les stands, qu'on soit conserve ou pas, la posture ne devrait pas changer. Quand on fait du visuel, il faut un moment sur place, il se place, posture tout le temps. Quand il bouge, d'un mouvement à l'autre, le haut du corps ne devrait jamais changer, à moins que ce soit un moment visuel, il penche la tête, il regarde comme ça, il se tourne le corps pour peu importe quel moment. Sinon, le haut du corps doit toujours rester pareil, toujours droit. C'est comme un canon dans l'eau, le bas ça bouge, tout. Rendu au niveau de la surface de l'eau, il y a comme une séparation, puis en haut, ils sont comme ça, ils regardent, puis on dirait qu'ils sont en train de dormir. Mais en dessous de l'eau, ça brasse. C'est un peu le même principe sur une drumline. Quand on bouge, il y a vraiment une séparation au niveau des hanches. Le haut du corps et le bas du corps. Je vais vous faire une démonstration. Quand on a un drum sur nous autres, la meilleure façon de faire, c'est quand on marche de côté. En anglais, on appelle ça crab step, parce que les crabes, ils marcheraient comme ça. En 1982, ils appelaient ça des dog steps. Et ils se sont rendus compte que les chiens ne marchaient pas comme ça. Ils appellent ça des crab steps maintenant. Fait que, marche de côté comme ça, bien souvent avec le drum, on a tendance à faire ça comme ça. Fait que la séparation du corps n'est pas à la bonne place, ou le rack n'est pas bien ajusté, il est trop bas, donc il arrive en bas des hanches, fait que ça fait bouger le drum comme ça. Sur les tomes et les basses, c'est 100 fois plus gros que c'est supposé d'être. Un bass drum, on l'arrive de côté, ça fait comme la mascotte de l'IW. Ça fait ça comme ça. Les tomes, ça fait ça comme ça, c'est comme une machine à laver. Fait que c'est vraiment... C'est difficile, mais c'est effectif et c'est plus facile à jouer qu'on est droit. Si on bouge, le drum il est sur place, il ne bouge pas, peu importe. OK? Ça va bien là? C'est bon. Maintenant, quand on est sur place, on va faire un marquer le pas. C'est-à-dire, même si on est derrière les stands, qu'on est classe concert, je vous recommande bien souvent de marquer le pas, parce que c'est une référence de tempo supplémentaire que juste jouer les notes, juste les parts du show. Et quand ils vont faire du visuel, ça va les aider. Fait que quand on marque le pas, c'est toujours go. Toujours. On s'entend. J'ai fait partie d'un groupe, puis on commençait de la droite, puis on ne partira pas de là. En général, on part tout le temps de la gauche.
dans les cadets, dans les militaires, dans l'armée, les cadets, right? Fait que c'est toujours de la gauche. Fait que c'est toujours à la noire. Fait que gauche, droite, fait que peu importe comment vous voulez faire ça. C'est ça le principe. Maintenant, si je veux avancer, mettons au point de vue parade, on va partir, je vais faire OK, on part, back, on va commencer à marquer le pas sur la deuxième mesure avant qu'on commence à jouer. 3, 4, gauche, droite, et boum, 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 là on part. Là, tout le monde part à ce moment-là. OK? Voici les techniques simplifiées, comment avancer pour rouler le pas. Quand on roule le pas, ça va être, là j'ai mes pantalons sont un peu lousses, on va plier un peu le genou gauche avant que ça commence, right? Fait que ça fait un demi-temps environ avant, on va commencer à faire notre mouvement. Et chaque beat, chaque noir, ça va être le talon qui va arriver à la terre, qui va être notre tempo. Pas le milieu du pied, pas le devant du pied, ça va être le talon à chaque fois. Et quand je pars, mettons, je fais mon 8-8, gauche, droite, pac, pac, tac, 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 tac. Tout le temps le talon qui va donner ton tempo. Maintenant, on veut rouler le pied qu'on avance. Je sais que pour le vue indoor drumline, c'est plus autant, la technique du roulement n'est plus autant définie. Pour vous la montrer vite pareil, on va faire un roulement comme ça. On tient notre balance dans le milieu du corps tout le temps. Et c'est comme si c'était une corde qui nous tirait vers le haut et qui nous amenait vers l'avant. Comme un fil de métal et qui nous amène vers le devant. Donc, c'est pas comme on ne penche pas vers le devant, on ne plie pas les genoux, on ne penche pas vers l'arrière. La posture elle reste tout le temps droite. Et c'est notre corps, le milieu de notre corps, qui est projeté vers le devant. Tout le temps. Et naturellement, on va juste dérouler le pied naturellement. Okay? Moi, je ne mets pas trop d'emphase là-dessus avec mes jambes. Je vais juste rouler le pied, plante les orteils vers le haut, puis on déroule, tout simplement. Okay? Il n'y a pas de grosse analogie à faire là-dessus. Maintenant, si je veux me déplacer de gauche à droite, ou de reculons, excusez-moi. Reculons gauche à droite, il y a une partie du pied qu'on appelle la plateforme. C'est entre le gros orteil et les deux os, chaque bord du pied. Ça fait un beau triangle. C'est ça la plateforme. Fait que quand je recule, ou que je vais de gauche à droite, on ne veut pas avoir les talons en terre. Ce qu'il va faire, c'est qu'on va être penché et on va finir par s'accrocher puis tomber. Fait qu'on veut dégager les talons et on va sur les plateformes. Chose que mes secondaires 1-2, ils capotent quand je leur demande de faire ça. J'ai mal au mollet, j'ai mal au mollet. Ben oui, mais là, on va se faire des mollets. Vous n'êtes pas habitué de faire ça, c'est normal. Fait que je les mets sur les plateformes et quand on recule, sur les premiers pas, 1, 2, on essaie d'avoir les pieds parallèles, comme des skis. Comme des skis de fond, des skis alpins, peu importe, je ne fais pas de ski. Fait que, quand on recule, on va avoir les pieds parallèles. Parce que si on a les pieds en 45, comme quand on est sur place, bien, ça va faire encore, on va se dandiner, et notre drum il va bouger de gauche à droite comme ça, comme je vous disais tantôt, et on ne veut pas ça du tout. Donc là, je ne vous ai pas montré comment on recule, mais au moins vous avez la technique de recul. Comme ça. Puis mettons qu'on termine, on fait bon, on finit sur 4, ça fait 1, 2, 3, 4. Je vais mettre mon dernier pied en 45 pour que mon prochain temps, mon pied revienne avec mes orteils en 45 degrés, comme ça. Si je vais de gauche à droite, c'est encore plus important d'être sur la plateforme, parce que là, si je vais à gauche, on fait un mouvement comme ça, mon autre pied va venir croiser par-dessus mon pied gauche. Mon pied droit va venir croiser. Maintenant, les skis sont parallèles, sont de l'autre sens. Ils sont de gauche à droite. Tantôt, ils étaient comme ça, en avant, en arrière, et ils sont rendus de gauche à droite. Mais, la plateforme, je dirais, mettez vos plateformes en référence en ski. Fait que, la ligne cible, parallèle. Donc, quand je fais un mouvement, je veux passer mon talon opposé par-dessus les lacets de mon soulier qui est ligne d'où c'est que je m'en vais. Comme ça. Et on essaie toujours d'avoir les talons le plus haut possible, sans être sur la pointe des orteils, mais pas avoir les pieds flats à terre tout le temps. On veut toujours être sur une V comme ça.
Vous voyez le côté, comme ça. OK. Là, je ne parle pas de grandeur de pas. Tous les petits détails comme ça sera dans un autre atelier, un autre jour. Et puis c'est à peu près ça, OK? Gauche à droite, avance, recule. Et je dirais le dernier point, et changement de direction. En fait, 2 points. Changement de direction et pivot. C'est les deux autres affaires avant qu'on finisse. On est rendu trop tard, hein? Droite à gauche. Comment? Droite à gauche, c'est différent. Le départ. Oui, il y a les. Ouais, c'est la. Ah oui, si mettons on est sur place, on va de l'autre côté. C'est vrai. Si on est sur place puis je m'en vais à droite, il y a deux écoles de pensée, 2 techniques. Il y en a une, je vais marquer le 4 pas sur temps. Oui, 4 pas sur place. 1, 2, 3. Fait que là, je vais avoir soit que je recule mon pied pour dégager mon pied gauche, parce que sinon on part, bien souvent il y en a qui vont s'accrocher. Ou sinon il y en a qui font non, on va passer direct par-dessus, puis on ne s'accrochera pas parce qu'on est bon, ils partent direct. C'est comme vous voulez. C'est à essayer avec vos jeunes. Des fois, vous êtes capable de comprendre, bien expliquer. Moi, j'aime mieux passer direct, parce que quand on marque le pas, on recule le pied, bien, on dit « Hey, on s'en va par là. Attention, regardez bien tout le monde, on s'en va. » À la place d'être « Oh, ils s'en vont par là. » Tu sais, l'effet de surprise est moins là. C'est une référence personnelle. Il y a des groupes qui faisaient ça, qui ont gagné des championnats. Il y en a qui ne le faisaient pas aussi, qui ont gagné des championnats. C'est à votre discrétion. Maintenant, si je fais des changements de direction, mettons que je vais d'en avant en arrière, par exemple, le dernier pas, toujours le dernier pas de la direction qu'on va aller, va être la technique que je vais utiliser pour le prochain mouvement. Fait que si je m'en vais vers l'avant, puis après ça, je vais reculer, mettons, je fais 8 temps par en avant. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est mon dernier pas, avant que je vais le reculer. Bien là, je vais venir mettre ma plateforme pour bloquer mon mouvement. Et là, je vais reculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je n'ai pas le choix. Les plateformes sont en l'air. Fait que là, je ne peux pas rouler le pied pour revenir en avant. Fait que je reste comme ça. Après ça, poup, premier pas pour aller en avant. Poup, le talon et on repart par en avant. OK? Fait que on va faire une coupe de longueur comme ça. On passe 1, 2, 1, 2, 3, 4. On va 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ainsi de suite. OK, je suis content de vous arrêter. Gauche à droite, même principe. On passe, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celui-là est moins drôle pour les gars, pour les hommes, quand on jambe là. Et moi aussi, on faisait bien des blagues avec ça, mais c'est vrai, c'est moins drôle. Et le prochain pas, là, je dirais pas, OK, mais là, pour être en ligne droite, tout ça, OK, on s'en fout, là. Je fais mon prochain pas dans la nouvelle direction que je vais, et je recroise de l'autre sens, tout simplement. 5, 6, 7, 8. Et celle-là, c'est la facile. Quand je vais à droite, puis après ça, je m'en vais à gauche, on a déjà les pieds, les jambes écartées, on repart, tout simplement. Fait que les détails à oublier, les épaules toujours parallèles à ce qu'on veut aller. Si on est toujours de gauche à droite, en ligne, en avant, en arrière, puis notre référence, c'est la foule que là, le mur, on va avoir les épaules, le devant du corps, parallèles en avant. On ne peut pas bouger les hanches. On va les talons collés tout le temps. Et être relax. Relax. On a l'air militaire, ça a l'air sérieux tout le temps. On est quand même là pour le plaisir. Hein? Les drumlines, on est là surtout pour avoir du fun. Si on n'a pas de fun, tout est super trop sérieux, puis militaire, quand même. On va avoir 1, 2 bonnes saisons, après ça, le monde, les jeunes, ils vont aller faire jeu d'échecs ou je sais pas, le clip de Donjon Dragon, c'est plus le fun. Tu sais, j'ai dit ça de même, là. C'est le fun de Mais, Dragon. ça va être. Ouais, je sais, mon beau-fils, c'est plus Vieilles le fun. références, Attention! c'est des vieilles références. Ah, quand même, hein? Ben là, ça vient de sortir un film, là. Donjon Dragon, c'est... Ben, c'est ça, j'ai surpassé mon temps. C'était très important, les. Une petite affaire qui change vraiment d'affaire, OK? Quand vous avancez, là, les drums, ils vont être pas pieds droits, OK? Mais quand vous allez reculer, les jeunes, ils vont faire ça de même.
Ça, vous allez avoir l'air de mon oncle Richard avec. Ah, j'ai dit Richard. J'ai un Gérard. Mon oncle Gérard avec sa bière et sa cigarette. Non, dites à vos élèves de pousser leurs fesses. Parce que c'est sûr qu'ils vont avoir tendance à faire ça. Parce qu'on est peureux par en arrière. Fais juste essayer de sortir tes fesses un peu. Puis à cause de ça, tu vas pousser. Ton mouvement, il va être beaucoup plus droit avec ton drum. Puis ça va changer vraiment plein d'affaires. Juste pense à sortir tes fesses juste un peu, puis au lieu de faire ça avec ton snare, là, puis avoir l'air de M. Richard. C'est ça, c'est vraiment contrôle du corps, haut du corps, bas du corps. On ne veut pas que ça bouge comme ça, ni comme ça. C'est vraiment ça qui est important. Fait que si vous voulez essayer un drop juste pour avoir le poids en attendant qu'on est en transition, gênez-vous pas. On va pas lieu, étirez-vous. Ouais, t'as raison. La première affaire, étirez-vous. Oui, c'est ça. Étirez-vous. Merci Olivier. Merci.